Bienvenue à ce tout premier numéro de votre magazine d'investigation intitulé Les enquêtes de Gabo 24. Articulé autour d'une grande enquête ayant trait à un phénomène d'actualité ou d'une problématique sociopolitique, économique ou culturelle, cette émission couvrant le champ de la transmission de la connaissance du savoir souhaite ainsi vous offrir une boîte à outils permettant de comprendre ou d'appréhender les environnements dans lesquels nous évoluons. Pour ce premier numéro des enquêtes de Gabo 24, notre équipe d'investigation s'est intéressée à un projet devenu de nos jours un éléphant blanc. Il s'agit du palais présidentiel de Tchibanga, ville de la province de l'Anyanga, située au sud-ouest du Gabon. Annoncé en fanfare, le palais présidentiel de Tchibanga est devenu qu'un rêve utopique. Que s'est-il donc passé ? Comment s'est brisé ce rêve transcendant porté par quelques combattants de l'espérance ? La renaissance est-elle possible ? Pour nous élucider sur cette problématique, dans un instant, votre reportage d'enquête suivi en deuxième partie du décryptage avec notre investigateur Jean-Pascal Don, auteur de cette enquête. À présent, voici pour vous sur les traces du palais présidentiel de Tchibanga. La ville de Tchibanga a été bâtie au bord du fleuve Nyanga. C'est cette province, conjointement avec celle de Langounié, qui accueille la fête de l'indépendance du Gabon en 2008 pour obéir au processus des fêtes tournantes initié par feu le président Omar Bongo Ondimba afin de permettre aux populations de l'arrière-pays d'accéder aux services sociaux de base et d'accélérer le développement du pays. Entre autres investissements programmés pour la circonstance, la construction d'un nouveau palais présidentiel et son équipement complet. Ce palais a-t-il été entièrement construit ? A-t-il été entièrement équipé tel que programmé ? Pour en savoir plus, notre équipe décide de se rendre à Tchibanga. Sur les lieux, nous décidons d'aller présenter nos civilités à la première autorité de la localité, le gouverneur de province. Sani Mengwazeb nous reçoit dans un cadre agréable, empreint de convivialité. Nous échangeons autour de l'objet de notre visite. Nouvellement affecté dans la province, lui aussi déplore le caractère nébuleux de cette affaire et promet donner son avis sur la question un peu plus tard. De ce fait, direction la mairie centrale pour rencontrer l'autorité municipale. Malheureusement, Madame le maire est indisponible pour motif de campagne électorale. Quelques heures plus tard, nos efforts s'avèrent payants avec la rencontre de Barthélemy Boussougou, une notabilité de la localité ayant occupé en son temps de hautes fonctions dans l'appareil administratif et politique du pays. Papa Boussougou, comme on l'appelle affectueusement, entreprend de nous faire la genèse du palais présidentiel de Tchibanga. C'est la demande du président de la République. Quand il est arrivé chez Tchibanga, il a passé là. Tout d'abord, on a conçu le palais présidentiel qui est devenu résidence du gouverneur. Au début, c'était le palais présidentiel, c'est la maison du président. Il arrive ici, il dort, il devait dormir ici pour repartir le lendemain à Mouila. Dans la nuit, il y a eu la pluie. Le président dormait à la haut étage et rez-de-chaussée était noyé, inondé par la pluie. Il est resté jusqu'à 10 heures. Quand il était là-haut, là-bas, il a aperçu l'autre côté, là où il y a le palais actuel. C'était moi qui avais nettoyé ce terrain. Il a vu la terre rouge. Parce que là-bas, c'est à côté de la Nyanga même. Il voyait même la Nyanga aussi. Il a dit, mais la terre rouge que je vois là-bas, c'est pour qui? C'est quoi? Moi, je lui ai dit, c'est mon terrain que je préparais avec le docteur pour moi et pour le docteur Ngoubou. Alors il a dit, mais Boussou, toi, donne-moi ce terrain, sinon moi je ne viendrai plus dormir ici à Tchibanga. Il m'a dit comme ça. J'ai dit, ah, monsieur le président. Il dit, non, donne-moi ce terrain. J'ai dit, oui, monsieur le président. Quand il est reparti, il a envoyé l'équipe d'entrepreneurs venir construire ce palais. Quant à ce qui se passe aujourd'hui, quand on vient m'apprendre ici que le palais du président est cassé.
Mais jusqu'aujourd'hui, moi, j'ignore les raisons pour lesquelles ce palais-là est cassé. Même le président, quand il vient ici, là, le président Bongo, même lui-même, le président Bongo, parce qu'il est venu une fois ici, il était obligé de dormir, c'est Antoine Bongo, c'est le ministre Bongo. Et le jeune Ali Bongo, quand il est venu ici, il a passé la nuit, c'est le docteur Moutinga. Mais jusqu'aujourd'hui, moi je me demande, comme vous demandez, moi je me demande, qu'est-ce qui se passe sur ce palais-là. Alors, pour mieux comprendre peut-être, je dis peut-être aller voir peut-être le ministre, le président Bongo, qui était le doyen de son politique de Nyanga. C'était ça. Au sortir de la résidence de Papa Bousougou, nous décidons d'aller visiter le fameux palais présidentiel qui fait couler beaucoup d'encre, ou du moins ce qui en tient lieu. Devant le domaine présidentiel, nous faisons la connaissance de Célestin, agent de l'intendance des palais, préposé à la sécurisation des lieux. Ce dernier nous oppose une fin de non-recevoir catégorique. Personne, encore moins une équipe de télévision, n'a le droit d'accéder à ce site. C'est l'ouverture des tractations, marquée par un balai de coups de téléphone, aussi bien de son côté que du nôtre. Après 4 heures de négociations, la présidence de la République donne son feu vert. Nous pouvons entrer et même faire des prises de vue sous le regard bienveillant de Célestin et Guy Roger, son collègue, qui arbore fièrement des polos frappés à l'effigie de la présidence de la République du Gabon. Le spectacle qui s'offre à nous est désolant. Le bâtiment que nous visitons n'a de palais présidentiel que son armature principale. Le constat est le même pour ce qui concerne les annexes. L'état de décrépitude de cette armature démontre fort bien que ce chantier a été laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Sur place, aucun indice pouvant laisser penser à une poursuite des travaux n'est visible. Le site est abandonné à lui-même. La seule trace d'une vie humaine sur les lieux ou d'une quelconque activité, c'est la présence de Célestin et Guy Roger, commis à la garde et à la sécurisation du domaine. Que s'est-il réellement passé pour que les travaux de construction de ce palais ne soient pas finalisés? L'interrogation demeure et les réponses, aussi complexes que variées, se trouvent certainement du côté du doyen politique de la province de l'époque, du ministre des Travaux publics, des Infrastructures et de la Construction de l'époque et de la commission pour les fêtes tournantes pour la Nyanga de l'époque. Sur la question, l'actuel responsable politique de la province et vice-premier ministre en charge de la justice est ferme. Les responsabilités seront situées. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours et qui est au stade maintenant de l'instruction judiciaire. Bien malheureusement, nous ne pouvons pas dire plus puisque, comme vous le savez, l'instruction judiciaire est frappée du sceau de la confidentialité. Et à partir de ce moment, nous attendons, le processus est en cours. Nous ne voulons pas également une justice expéditive et c'est pour cela que les différents magistrats qui sont confiés à la tâche mènent leur travail conformément au code de procédure pénale. Et nous attendrons le moment venu, lorsque les juridictions jugeront, les uns et les autres seront édifiés sur le niveau de responsabilité des uns et des autres. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que ce sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui qui étaient à la manœuvre lorsqu'il s'agirait de réaliser les différents travaux prévus pour les fêtes tournantes du 17 août. Vous vous souviendrez de l'échange particulièrement chaud qui avait eu lieu à l'époque entre votre humble serviteur du moment, à l'époque député à l'Assemblée nationale, et M. Jean Yegendong, à l'époque Premier ministre chef du gouvernement, lorsque je l'ai interpellé sur la gestion des fêtes tournantes du 7 août et qu'il exprimait son satisfecit. Il a même pris pour exemple la construction de la prison centrale de Makokou, qu'il avait dit qu'elle était totalement livrée et les entreprises payaient pour plus d'1 milliard de francs CFA. Cet échange, je lui avais renvoyé la réponse en disant que moi je revenais de Makokou, il ne le savait pas. Une semaine avant, j'étais à Makokou et que je savais que la prison centrale de Makokou, même les travaux de fondation n'étaient pas achevés. Mais comme c'était probablement une fourmilière qu'ils étaient en train de construire, peut-être que le bâtiment était beaucoup plus sous terre et les fourmis devraient y rentrer par les différents orifices. Le dossier est donc loin d'être clos selon le ministre de la Justice. Cependant, la province de la Nyanga, considérée comme étant celle qui détient la palme d'or dans les malversations financières relatives aux fêtes tournantes, n'a toujours pas son palais présidentiel, encore moins un édifice à même d'abriter une activité officielle du président de la République.
Toute chose que déplore Sani Menguazeb, le gouverneur de province. Il n'a pas manqué de le spécifier au cours de notre échange. Nous remontons l'information aux plus hautes autorités du pays pour faire constater cette situation. Et pour la petite histoire, lorsque nous spéculions comme ça que éventuellement le président de la République pourrait venir dans la province pour lancer certaines activités, donc nous étions en train de rechercher où est-ce qu'il fallait d'abord, où est-ce qu'on pouvait accueillir des délégations importantes. Et j'avais estimé, moi, personnellement, qu'il n'était plus bon, il n'était plus prudent de pouvoir organiser les manifestations d'envergure nationale à la salle polyvalente de la commune de Tchibanga, parce que les riverains s'étant accaparés des abords de cette concession, il n'était plus, pour des raisons sécuritaires, d'envisager une manifestation d'envergure là-bas. Du moins, une manifestation pouvant peut-être appeler à ce que le chef de l'État soit présent et puis le gouvernement dans son ensemble, étant entendu que l'espace est devenu très étroit. Et donc, dans cette démarche-là, je tentais, moi, d'aller regarder du côté de ce palais-là, ce palais inachevé. Je n'ai pas pu avoir accès à l'intérieur, mais nous sommes dans cette série d'interrogations. Nous sommes toujours à nous interroger, à savoir, à demander comment ferait-on au cas où le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, déciderait à venir pour mener quelques actions dans la province. Où est-ce qu'on abriterait ces délégations-là? Quelles sont les possibilités d'accueil que nous pourrions avoir? Nous sommes en train de nous interroger. Le palais présidentiel de Tchibanga n'ayant jamais connu des travaux d'achèvement, il a bien fallu que le président de la République, feu Omar Bongo Ondimba, puisse séjourner à Tchibanga pour la fête de l'indépendance, édition 2008. C'est ainsi que les responsables de cette organisation décidèrent d'un plan B, effectuer des travaux d'aménagement dans la résidence du doyen politique de la province, ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Depadou Mbumbu Miyaku, pour y loger le chef de l'État. Le 22 juin 2008, l'entreprise ID 2000 adresse une facture pro forma au ministre des Travaux publics, des Infrastructures et de la Construction. Cette facture que vous avez devant vos yeux décline avec une précision chirurgicale l'ensemble des travaux devant être effectués dans cette résidence, ainsi que les équipements en termes de mobilier, de voilage, de rideaux et de décoration. Elle s'élève à 194 959 305 francs CFA. Elle porte la signature d'Odile Bricard, son directeur général. En juillet 2008, le ministre en charge des Travaux publics, par lettre, passe commande des 10 équipements pour le montant précité. Il exhorte Mme Bricard à livrer ses fournitures au plus tard le 15 août 2008, délai de rigueur. En date du 12 août 2008, ID 2000 établit ce procès-verbal de livraison définitive de chantier concernant la résidence d'Antoine Mbumbu Miyaku. Les travaux ont été réceptionnés par Mme Moulengi Mbumbu Nadine, fille de l'ancien ministre de l'Intérieur. Cette dernière avait-elle l'expertise requise pour juger de la conformité des travaux effectués au cahier des charges et en quelle qualité agissait-elle? Nul ne peut avec exactitude répondre à cette question. Toujours est-il que ce même 12 août 2008, un procès-verbal de réception définitive a été délivré par le ministère de l'Équipement avec la signature d'Émile Nzamba, représentant du maître d'œuvre et responsable de la zone Nyanga pour les fêtes tournantes 2008. Selon ce dernier, les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. Après la fête de l'indépendance, ID 2000 engage la procédure de recouvrement de son solde dû sur le montant global de sa facture, dont 80% avaient été réglés. Le 10 décembre 2008, le ministre des Travaux publics fait diligence auprès du trésorier payeur général par une lettre portant le numéro 3305 pour apurement de ce passif. Le 21 février 2009, le trésorier payeur général saisit le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale pour un virement de 38
991 807 francs CFA au profit d'ID 2000, soldant ainsi la facture relative aux travaux effectués à la résidence de l'ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Mbumbu-Miyako. À ce stade, nous sommes dans la face visible de l'iceberg car il y a bien une face cachée. Cette face cachée se rapporte à l'équipement complet du palais présidentiel. Comme nous le savons tous, les travaux de ce palais ne sont pas allés à leur terme. Cependant, l'État gabonais a bel et bien réglé une facture de 600 200 787 francs au profit de la même entreprise ID 2000. Qu'est devenu ce matériel et où se trouve-t-il? Nous décidons d'aller jeter un coup d'œil à ID 2000. Retour sur Libreville. L'entreprise est située au quartier Akémi-Njogoni, dans le 3e arrondissement de Libreville. Madame Odile Bricard nous reçoit avec beaucoup de courtoisie. Mais cette courtoisie est de courte durée. Après lui avoir dit l'objet de notre visite, elle se referme sur elle-même. Elle admet tout de même avoir encaissé plus de 600 millions de francs CFA pour l'équipement du palais présidentiel de Tchibanga. Où se trouvent ces équipements? Ils sont ici, dans mes entrepôts, mais je ne vous les montre pas. 45 minutes d'échange, Madame Odile Bricard ne fléchit pas d'un iota. Non seulement elle ne tient pas à répondre devant une caméra, mais elle campe sur sa position. Elle nous fixe un second rendez-vous pour le mercredi 22 juin. Elle promet à cette date d'être dans de meilleures dispositions pour aborder la question et nous fournir des documents, ce que nous acceptons. Le mercredi 22 juin, nous sommes au rendez-vous et, coup de théâtre, Odile Bricard s'enferme dans son bureau. Elle ne veut plus nous rencontrer. Nous échouons finalement dans le bureau de Jean Canisius Nsa Abesolo, son chef comptable. Ce dernier nous fait savoir que l'avocat de l'entreprise, maître Alexis Nanseme, leur aurait conseillé la loi de l'Omerta. Ils n'ont rien à dire. Nous décidons de poursuivre nos investigations. De celle-ci, il ressort qu'après les fêtes de l'indépendance tournante, Odile Bricard, qui n'a jamais livré les équipements du palais présidentiel de Tchibanga, qui n'existe pas, aurait entrepris de se faire doublement du profit sur le dos de l'État gabonais en revendant ce matériel. Les choses se compliquent cependant en 2014 lorsque les autorités gabonaises décident d'ouvrir une enquête sur la gestion des fêtes tournantes. Après quelques convocations à la brigade financière de la police judiciaire, c'est la panique générale dans le bateau ID 2000. Le 29 août 2014, elle demande à un de ses collaborateurs de procéder à un inventaire de ce qui reste des équipements qui ont coûté plus de 600 millions de francs CFA à l'État gabonais. Ce document portant compte rendu de cet inventaire démontre qu'au mois d'août 2014, il ne reste plus grand-chose de ce mobilier qui était destiné au palais présidentiel de Tchibanga. Au fil de l'enquête des limiers de la police judiciaire, Odile Bricard sent l'étau se resserrer. Le 20 novembre 2014, elle jette l'éponge et accepte de rembourser l'État gabonais, comme en témoigne cette proposition de remboursement adressée à Madame Sidonie Flore Oué, procureure de la République, au moment des faits. Ce remboursement, à hauteur de 50 millions de francs CFA par mois, devait prendre effet à compter de janvier 2015. De janvier 2015 à ce jour, il semblerait qu'Odile Bricard n'ait effectué aucun versement dans les caisses de l'État au titre de ce remboursement et ce qui reste de ces équipements est toujours en sa possession. Selon certaines indiscrétions, Dame Bricard s'apprêterait à quitter définitivement le Gabon après l'avoir délesté de cette manne financière. Les plus hautes autorités sont ici interpellées afin de boucler cet épineux dossier d'exemples de délinquance financière. Nous voici dans la deuxième partie de cette émission intitulée Les enquêtes de Gabon 24. Et à l'instant, c'était le tout premier grand reportage ou encore la grande investigation de cette émission intitulée Sur les traces du palais présidentiel de Tchibanga. Et pour nous élucider sur la problématique,
Jean-Pascal Ndong est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Aziz. Pourquoi avoir choisi cette thématique pour ce premier numéro des enquêtes de Gabon 24? Alors, merci pour la question. Pourquoi cette thématique? Je te dirais que c'est pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la province de la Nyanga, pour ce qui concerne son chef-lieu, c'est-à-dire Tchibanga, ne dispose toujours pas d'un palais présidentiel. Oui. La ville de Tchibanga ne dispose d'aucun édifice aujourd'hui à même d'abriter un événement de portée nationale devant accueillir le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Ça, c'est la première raison. Oui. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de malversations financières autour des fêtes tournantes au Gabon. Et tu te souviens qu'en 2014, les autorités judiciaires avaient commencé à lancer des enquêtes par rapport à ce dossier. Oui. Et à ce jour, nous n'avons connu aucun aboutissement. Donc, il était également question pour nous d'interpeller les autorités judiciaires afin que l'opinion soit située. Où en sommes-nous aujourd'hui de ce dossier? Et tu as constaté que nous avons pu mettre la main sur le vice-premier ministre en charge de la justice qui s'est exprimé à ce sujet. Et la troisième raison, c'est d'interpeller également les plus hautes autorités du pays sur la nécessité aujourd'hui, je dirais, de mettre un terme à ce qu'on pourrait appeler l'impunité. Dans le document, vous avez vu une entreprise qui s'enrichit doublement sur le dos de l'État gabonais. Effectivement. Près de 600 millions de francs encaissés, aucun matériel livré. Et d'après nos investigations, la dame s'apprêterait à quitter définitivement le pays. Donc, autant de raisons qui nous ont amenés à choisir cette thématique. Autant de raisons qui vous ont amené à choisir cette thématique. On sait bien sûr que pour pouvoir faire des investigations, il faut beaucoup de tact et surtout qu'on sait qu'en Afrique, la culture de l'omerta prône encore. Dans quelles conditions se sont déroulées ces enquêtes ou encore ces investigations, Jean-Pascal Ndong? Je te dirais que ce n'étaient pas des conditions aussi faciles que cela. Du moins, de notre côté, nous avions les conditions réunies en termes de logistique, parce qu'il a fallu quand même aller à 600 km de Libreville, aller investiguer sur place. Quand on sait que Tchibanga n'est pas la porte à côté. La porte à côté, nous avions la logistique nécessaire pour nous rendre à Tchibanga. Mais par contre, nous nous sommes heurtés à beaucoup d'écueils pour ce qui concernait les personnes ressources et pour ce qui concernait également toute la recherche documentaire, comme vous avez pu le voir. Et c'est également l'occasion de dire merci à nos sources d'information qu'on ne cite jamais, parce que sans elles, on n'aurait pas pu réussir cette enquête. Jean-Pascal Ndong, vous étiez sur le terrain, vous avez une résistance certes, mais comment expliquez-vous aujourd'hui cette descente en enfer de ce projet qui a été annoncé en fanfare? Comme tu l'as si bien dit dans l'amorce de ce document, effectivement, les fêtes tournantes étaient censées non seulement permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base, mais également le développement de l'arrière-pays. Mais lorsqu'on y regarde de très près, on se rend compte que au-delà de cette vocation première, ça a été plutôt une source d'enrichissement illicite de la part des personnalités qui ont eu à gérer ces dossiers. Alors que représentait ce projet pour les initiateurs à la base? Parce qu'on sait qu'avoir un palais présidentiel dans une ville comme Tchibanga, c'était quand même un peu osé, mais est-ce que vous avez eu les raisons qui ont poussé l'initiateur de ce projet à avoir un palais présidentiel à Tchibanga? C'était pour obéir à la logique nationale. Aujourd'hui, toutes les provinces du Gabon, sauf Tchibanga, bon, la province de l'Essuaire abrite bien évidemment la présidence de la République gabonaise, mais lorsqu'on sort de cette province, la Nyanga est la seule aujourd'hui qui ne dispose pas d'un palais présidentiel. C'était dans une logique de construire des logements sur l'ensemble des provinces du pays, des logements censés abriter le président de la République, le gouvernement de la République, lorsqu'il y a de grands événements de taille à l'intérieur du pays. C'était essentiellement cela.
Jean-Pascal Ndong, la renaissance est-elle possible aujourd'hui? Ça va être votre dernière question. Tout est une question de volonté. Et la volonté, c'est d'abord celle de la première autorité du pays. Moi, je dirais, de nature, je suis quelqu'un d'optimiste et je dis que tout est possible. Aujourd'hui, au-delà de la gestion judiciaire de ce dossier, aujourd'hui, je pense que des dispositions peuvent être prises pour que cette province, celle de la Nyanga, et en particulier son chef-lieu, puisse disposer véritablement d'un palais présidentiel et d'autres édifices. Rien n'est impossible, il ne faut pas cultiver ce qu'on appelle l'afro-pessimisme. La renaissance est possible. Merci à vous, monsieur Jean-Pascal Ndong. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette investigation qui a été très fournie d'ailleurs, qui enrichit aujourd'hui nos téléspectateurs et les gens qui se posaient beaucoup de questions autour de ces structures qui devaient abriter le palais présidentiel de Tchibanga. Merci. Voilà, ainsi se referme le tout premier numéro de votre magazine, Les Enquêtes de Gabon 24, magazine articulé autour d'une investigation et d'un décryptage. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un nouveau numéro.